Bonjour à toutes et à tous. Je suis Eva Moisan, journaliste à Alternative économique, et bienvenue à cette conférence dans laquelle nous allons parler de la reconstruction. Après les guerres ou les catastrophes naturelles, les villes et pays doivent se remettre debout et parfois réinventer leur modèle de société. La reconstruction dépasse largement les opérations de gros œuvres et de BTP, une période souvent charnière où les choix de secteurs à prioriser, les choix d'investissement public, partenariat avec l'étranger, modèlent profondément l'avenir du territoire. Pour en discuter ce matin, nous avons la chance d'avoir Éric Monet, économiste et historien de l'économie, directeur d'études à l'EHESS, Joseph Daher Touto-Boulaba, chercheur spécialiste de l'économie politique à Orient, et Yann Savtchouk, géographe et chercheur associé au laboratoire Graphicité. Nous avons 1h15 de discussion devant nous. Ensuite, nous aurons un quart d'heure pour dialoguer. J'aimerais parler de la reconstruction pendant la guerre. Quand les conflits durent pendant des années, les habitants qui restent doivent trouver des moyens de survivre en reconstruisant leurs logements détruits. Joseph Daher, la Syrie a connu près de 14 années de guerre avant la chute de Bachar el-Assad en décembre 2024. Est-ce que ce pays a pu en partie se reconstruire? Et quels ont été les obstacles à sa reconstruction? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Oh, là, c'est mieux comme ça? Voilà. En effet, qui s'est transformé en guerre civile internationale, avec intervention de toutes parts, régionale et internationale, à bien des égards, empêcher toute forme de reconstruction en 14 ans. De manière large, les obstacles étaient d'abord, je pense qu'il faut pointer du doigt la responsabilité directe de l'ancien régime dans la possibilité de la reconstruction. C'était le premier obstacle. Dans la considération par ses politiques économiques, il faut savoir qu'il y avait des destructions massives qui restent, on en reviendra par la suite, pour avoir été maintenant plusieurs fois en Syrie depuis la chute du régime, des destructions qui restent d'actualité. Quand vous allez dans la banlieue de Damas, à Homs, à Alep, c'est un tiers de la ville qui est toujours détruite, qui ont été causées en premier lieu par le régime Assad, ses alliés, en particulier la Russie, l'Iran et autres. D'autres villes également, si on regarde Raqqa, qui a été quasiment rasée, notamment dans de mettre fin au règne de terreur que était Daesh. En même temps, ça a été une destruction de la ville par les États-Unis de manière massive. En plus, vous aviez des destructions qui cherchaient également une forme d'accumulation par dépossession, c'est-à-dire s'emparer de terres, de quartiers entiers pour permettre une potentielle future reconstruction qui bénéficierait. Ensuite, nous avons vu la mise en place de tout un certain nombre de lois par le régime syrien pour permettre cette accumulation de terrains et autres et déposséder des personnes qui avaient été déplacées, qui sont devenues des réfugiés, parce que jusqu'à aujourd'hui, il faut le rappeler, plus de la moitié de la population syrienne est ou bien réfugiée ou déplacée interne. C'est une réalité. Donc vous avez le premier obstacle, c'était d'abord le régime Assad ancien, qui ne permettait pas cette reconstruction, ou le peu de reconstruction qu'il y a eu visait également dans des dynamiques plutôt d'accumulation de richesses et autres. Par exemple, quand on regarde à Alep, il y a quelques parties de l'ancien souk qui ont été reconstruites, d'ailleurs en partie par des fonds étrangers et autres, mais la grande majorité de la ville n'avait pas du tout. Il faut savoir que le régime syrien a repris la totalité de la ville d'Alep à la fin de l'année 2016. Donc les destructions que vous avez sont celles qui auraient pu être reconstruites depuis la fin 2016. Deuxième obstacle majeur, c'est bien sûr les sanctions et l'isolation internationale provoquées par voilà, les mesures qui ont été prises au niveau de l'étranger, particulièrement des États-Unis, et des sanctions César. Les sanctions César empêchaient pas simplement toute forme de reconstruction d'aller, mais si vous aviez n'importe quel contact, vous aviez des sanctions de type secondaire. Donc toute forme de relation directe ou indirecte avec le régime syrien était pénalisée, mais pas simplement avec les institutions étatiques et ce qu'on appelait aussi cet obstacle de chilling effect, c'est-à-dire
vous ne voulez pas dealer avec tout ce qui est en relation avec la Syrie. Parce que les sanctions, moi j'ai toujours été critique sur leur mise en place, de la manière où elles touchaient énormément la population, quand le régime et ses affiliés, businessmen, etc., pouvaient continuer à accumuler des richesses immenses. Donc j'étais en faveur d'actions ciblées, de sanctions ciblées, mais des sanctions générales ont généralement joué un rôle contre-productif. Et d'ailleurs, contrairement à ce que certaines propagandes le disent, ce n'est pas à cause des sanctions que le régime est tombé. C'est une multiplicité de facteurs qu'il faut prendre en considération, également géopolitique. Donc la reconstruction était énormément limitée, et ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui, c'est quand il y a au niveau local des formes de reconstruction, c'est en fait les populations locales qui s'organisent, qui, par la diaspora à l'étranger, il y a des envois de fonds, et ils permettent des petites reconstructions d'infrastructures, mais ça reste énormément limité au niveau local. Et lorsqu'il y avait l'Ancien Régime, aussi c'était très contrôlé. Si vous aviez une reconstruction locale un peu trop large, les services de sécurité venaient, d'où vient cet argent, etc. Mais aujourd'hui, on voit de manière similaire, c'est surtout par l'argent de la diaspora. Il faut savoir que la Syrie, la première aide aux Syriens et Syriennes, ce n'était pas, merci beaucoup, comme il est présenté souvent, la dite communauté internationale. L'aide humanitaire qui ne cessait de diminuer depuis les années avant la chute du régime était, pour l'intérieur de la Syrie, était à peu près 2 milliards de dollars. Les envois de fonds de la diaspora étaient estimés entre 4 à 7 milliards de dollars. Et ce qui aujourd'hui permet encore aux Syriens et Syriennes de vivre. Donc non, la reconstruction était extrêmement limitée, et si elle avait pouvoir avoir lieu un jour, elle aurait été au profit de l'ancien régime tel qu'elle l'envisageait. Merci beaucoup. Ivan Savchuk, venons-en à un autre conflit d'ampleur, l'Ukraine, qui est en guerre depuis 2014 et avec encore davantage d'intensité depuis l'invasion russe à grande échelle de 2022. Comment la reconstruction a déjà commencé et comment elle transforme l'organisation économique du territoire ukrainien? Merci. Donc, il faut dire que l'Ukraine est la forte polarisation créée par relocalisation avant tout des business liés avec les secteurs militaires. Maintenant, il y a l'effet du, c'est la littérature classique qui dit que la Wartown, c'est-à-dire la petite ville, choisie soit par hasard, soit par les proximités à la frontière avec l'OTAN, pour implanter une nouvelle usine, une nouvelle fabrique, surtout dans les secteurs de l'industrie de production de munitions et d'obus pour les militaires. En Ukraine, il y a maintenant même la grande relocalisation du secteur agricole parce que c'est le secteur qui est orienté à l'exportation. Et donc, il y a certaines régions, on a 4 fois, selon le chiffre officiel, augmenté la production du céréales, par exemple, la région d'Odessa. Et puis, les autres régions, comme les Kharkiv, qui après la reconstruction du pouvoir ukrainien dans l'entité de cette région. Et par une année, on a 2 fois multiplié la production de céréales. Parce que les céréales restent pour l'Ukraine les questions vitales pour soutenir le budget, car c'est le premier produit phare d'exportation du bien du pays, plus de 25%. C'est plus que les autres pays européens. On n'a pas, à l'exception du Danemark, où il y a les autres produits du secteur laitier, surtout, qui était le phare de l'agriculture. L'Ukraine reste un cas exceptionnel dans le niveau européen. L'autre chose assez importante, c'est la relocalisation des unités de production industrielle à la bande frontalière avec Hongrie et maintenant la zone des chantiers gigantesques de diverses succursales avant tout les sociétés allemandes de production de munitions et usines de réparation de toutes ces techniques fournies par l'Union européenne à l'OTAN à l'Ukraine. Et l'autre chose qui était maintenant en plein processus de transformation radicale, c'est que l'Union européenne et divers pays et diverses associations à son initiative ont fourni à l'Ukraine beaucoup d'unités de production et de concentration d'énergie pour éviter l'effet destructif des frappes des missiles russes. Et ça crée une extrême variété de diverses engines
C'est assez différent pour la France, où il y a seulement les sociétés françaises qui fournissent tout ça. En Ukraine, maintenant, on peut trouver toutes les gammes du producteur européen. Et ça crée aussi une nouvelle question de réparation, parce que chaque cette unité a besoin de services techniques, de soutien, etc. Donc, le pays est en pleine transformation, d'un côté aussi positif pour certaines régions qui accéléraient leur développement. Si avant la guerre était ultra périphérique, maintenant ils sont devenus en pleine explosion des changements positifs causés par la guerre. On peut dire comme ça. Merci. Donc c'est-à-dire que les territoires qui étaient proches du Donbass, de la frontière avec la Russie, qui étaient très industrialisés, se sont décalés vers l'ouest, à l'égard de la ligne de front, alors que c'était des régions assez pauvres et très peu industrialisées, c'est ça? Et il faut dire qu'à l'époque soviétique, toutes les régions sont dotées de diverses unités industrielles. À l'époque soviétique, il n'y a pas qu'une région sans l'industrie, à l'Ukraine. Mais après l'indépendance, l'Ukraine occidentale a perdu vite presque 60% de sa industrie d'époque soviétique, parce que tout ça était lié avec les industries russes. Et quand on a rupture avec les relations économiques avec la Russie, toutes ces usines ont été fermées. Maintenant, à la base de cette usine, on a relocalisé les usines, unités de production avant tout dans le secteur mécanique, de réparation du blindé, du char, etc. Et quand vous pouvez les voir, les nouvelles, quand telle petite ville était attaquée par les missiles russes, ce n'est pas par hasard, parce que là, on a relocalisé avant les usines qui produisaient les choses pour l'armée ukrainienne. Merci beaucoup. Éric Monet, on parle de plus en plus de la notion d'économie de guerre, voire parfois d'économie de la reconstruction. Qu'est-ce que ça signifie en Ukraine et en Europe? Oui, donc pour ça, en fait, il faut faire un petit détour par l'histoire, et surtout l'histoire européenne, en reconnaissant tout de suite que ces notions qui sont effectivement beaucoup employées dans le débat public, y compris en France, l'économie de guerre, on entend souvent ça, ou alors économie de réarmement, économie de reconstruction, la manière dont on les emploie, en tout cas en France et dans le débat européen, y compris vis-à-vis de l'Ukraine, est très ancrée, sans surprise, dans l'histoire européenne, et surtout l'histoire européenne du XXe siècle. Parce que ce n'est pas des notions comme ça un peu vagues, en fait, c'est des notions qui ont été conceptualisées par beaucoup d'économistes, par aussi des politiques. C'est-à-dire qu'on trouve vraiment au XXe siècle beaucoup de livres qui expliquent ce que c'est que l'économie de guerre et tout ça, avec des définitions précises, donc évidemment pas consensuelles, mais il y a toute une littérature. Donc en fait, on est un peu tributaire de cette histoire, de ces notions. Donc tributaire au sens où je pense qu'il faut savoir d'où viennent ces notions et en même temps reconnaître leurs limites, comme je disais au début, c'est-à-dire que c'est des notions qui ont été forgées vraiment dans le contexte européen du XXe siècle et ont aujourd'hui leurs limites pour penser à la fois ce qui se passe même, on va dire en France et tout ça, quand on parle d'économie de guerre, le président Macron parlait, en fait c'est assez loin de ce que c'était, et puis surtout même pour des conflits en dehors de l'Europe, donc le cas de la Syrie est très clair que en fait c'est vraiment un contexte très différent de ce qui s'est passé en Europe, donc on verra la limite d'appliquer ces notions, ou en tout cas cette définition de l'économie de guerre à d'autres contextes. Et puis pour l'Ukraine c'est un peu plus compliqué. Mais là encore, même si je pense qu'on ne peut pas appliquer cette notion, je pense que c'est important à prendre en compte parce que, sans surprise aussi, la manière dont les Européens aujourd'hui agissent vis-à-vis de l'Ukraine et pensent la reconstruction possible en Ukraine, mais il faudrait déjà que la guerre termine, est aussi tributaire de l'histoire européenne en fait, et de ce que ces notions ont voulu dire pour ces pays. Donc pour le dire un peu rapidement, la notion d'économie de guerre, en fait, ça apparaît au XXe siècle, alors qu'évidemment la guerre n'apparaît pas au XXe siècle. Donc, c'est-à-dire qu'avant le XXe siècle, évidemment, il y a des guerres, les économistes, les philosophes, tout le monde parle de guerre, mais là, vraiment, la notion, l'idée qu'il y aurait une économie de guerre très particulière à la guerre n'est jamais vraiment théorisée, et c'est qu'au XXe siècle qu'elle est théorisée, et surtout en fait au milieu du XXe siècle, entre les deux guerres mondiales, après la Première Guerre mondiale et entre les deux et avant la seconde. Et l'idée, c'est qu'il y a une rupture forte entre une économie de guerre et une économie de paix. C'est assez simple, mais ça veut dire qu'il faut l'une forcément s'oppose à l'autre. Donc quand on parle d'économie de guerre, c'est en opposition à une économie de paix. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est que l'économie de paix, en fait, c'est celle qui s'était un peu développée fin 19e siècle en Europe,
où pour la première fois quand même les puissances européennes avaient relativement arrêté de se faire la guerre entre elles. Je dis relativement parce que il y a quand même en France-Allemagne la guerre de 1870, surtout il y a les guerres coloniales, donc bon, en fait c'est un peu revu, mais par rapport à ce qu'était le 17e ou 18e, où l'Espagne, les Pays-Bas, la France, l'Angleterre se font continuellement la guerre, là c'est un peu moins le cas au 19e siècle, et puis c'est un peu ce qu'on appelle l'apogée du libéralisme économique. Et donc on dit, bah voilà, la guerre, l'économie de guerre qui arrive avec la Première Guerre mondiale met une forme d'arrêt à cela. Donc en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est que l'économie de guerre est une économie où le libéralisme économique, en fait, les marchés ne vont plus fonctionner correctement parce que l'État va intervenir beaucoup plus dans le financement de l'économie, dans la production, et y compris dans la consommation, donc ce qui ira surtout d'ailleurs dans la Deuxième Guerre mondiale, mais par exemple les tickets de rationnement, etc. Tout ça. Donc en fait, la notion d'économie de guerre devient synonyme d'organisation pratiquement totale de l'économie par l'État. Mais dans l'entre-deux-guerres, en fait, il y a déjà des grandes discussions qui ont lieu en Europe entre différents types d'économies de guerre. Donc ça vient avec notamment le nazisme en Allemagne. C'est-à-dire que quand le parti nazi arrive au pouvoir, en fait, il prétend faire de l'Allemagne une économie de guerre. Alors c'est pas exactement le guerre, c'est ce qu'ils appellent une économie d'armement, ce qui ont traduit quelquefois en français par une économie de guerre totale, soit économie de réarmement ou économie de guerre totale. Et donc je ne vais pas entrer dans les détails, ça pourrait être trop long, mais il y a une grande discussion en Europe, si vous lisez les Européens. Donc ça part de l'Allemagne, mais en fait tous les Européens, les Américains discutent de ça dans les années 30. C'est est-ce qu'il y a une différence entre l'économie de guerre, donc qui en allemand se dit Kriegwirtschaft, donc c'est vraiment la guerre, et l'économie de l'armement, ou traduit en français quelquefois par l'économie de guerre totale, donc en allemand on dit Wehrwirtschaft, c'est-à-dire l'économie plutôt de l'armée. C'est-à-dire que toute la société va s'organiser autour de l'armée, et ça c'est bien évidemment ce que cherche à faire Hitler dans les années 30, c'est d'avoir une société entière qui va s'organiser autour de l'armement. Et donc après, à travers la Seconde Guerre mondiale, bah justement ces notions sont discutées. Donc il y a des débats sans cesse. Est-ce qu'on était plutôt dans un cas ou dans l'autre? Mais on voit là-dessus que c'est quand même deux notions différentes. C'est-à-dire que dans la notion d'économie plutôt de guerre totale, donc c'est vraiment l'Allemagne nazie qui met ça en avant d'abord, c'est cette idée que c'est plutôt une idée de puissance, quoi. C'est vraiment d'organiser l'économie autour de la guerre, alors que dans l'autre notion d'économie de guerre, où c'est l'État qui organise, c'est plutôt une idée de pénurie au contraire. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un système où justement il y a eu des destructions, on manque de nourriture, donc l'État est plutôt d'organiser la pénurie, plutôt que de créer une puissance économique avec l'armement. Et donc on voit que donc ça a des conséquences assez fortes, et je pense que c'est toujours intéressant d'avoir ça en tête, parce que du coup, on peut quand même un peu voir comment les économies sortent de la guerre, si elles en sortent d'un point de vue économique renforcé, d'un point de vue on va dire même de taille de l'économie, ou au contraire plutôt abîmé. Et donc là, on voit qu'en fonction des pays, il y a des différences. Donc c'est quand même trivial de faire ça, mais c'est-à-dire que pour la reconstruction, c'est pas la même chose si vous êtes les États-Unis en 1945, où en fait le PIB a été multiplié par près de 3 parce qu'il n'y a pas eu de guerre sur le territoire américain, ou pratiquement pas. Et donc en fait, paradoxalement, c'est les États-Unis qui sont devenus ce que l'Allemagne voulait faire comme économie de réarmement. Ou alors un pays comme la France ou la Belgique, où en fait là au contraire l'économie, le PIB a été divisé par 3, par exemple, par 2 ou 3, parce qu'à la fin tout a été détruit. Il n'y a eu plus de consommation ou des choses comme ça. Donc ça permet quand même un peu de penser des choses assez simples sur le fait qu'il va y avoir des différences en fonction de comment la guerre a affecté le pays et comment la guerre a affecté l'économie. Et c'est pour ça que, bien que ces notions, comme je l'ai dit, en fait, sont très ancrées dans l'histoire européenne, et notamment sont très ancrées dans l'histoire européenne parce que les deux partent de l'idée qu'il y a un État fort, qui est déjà relativement puissant, qui a une bureaucratie qui est très importante. Et je pense que c'est là où, sur notamment les comparaisons avec la Syrie, c'est que même si le régime de Bachar al-Assad était un État fort, en fait, ça n'a rien à voir en termes on va dire, de bureaucratie
et de fonctionnement de l'État, de ce que c'était un État européen du XXe siècle, par exemple. Donc ces notions telles qu'elles ont été forgées en Europe sont quand même très très tributaires d'une définition européenne de l'État telle qu'on avait. Là où je pense que c'est des notions qui sont quand même assez intéressantes pour penser les situations actuelles, c'est que, par exemple, pour revenir à l'Ukraine, là, on voit qu'effectivement, pour l'instant, l'Ukraine, il y a eu une partie de l'économie détruite du pays, mais l'Ukraine n'est pas ravagée avec une perte. Au contraire, il y a eu plutôt ça a fluctué, mais plutôt une croissance dans certaines régions du pays, ce qui rend en fait les termes du débat sur la reconstruction très différentes de certains pays qui ont des conflits. Donc, par exemple, pour la Syrie, où là, il y a des villes entièrement rasées, ce qui est aussi le cas en Ukraine, mais sur l'ensemble de l'économie, c'est des situations très, très différentes. Merci. Je le disais en introduction, les orientations économiques et sociales des dirigeants pendant et surtout à la fin de la guerre sont cruciales parce qu'elles façonnent l'avenir des territoires. Joseph Daher, pour revenir à la Syrie, comment se positionnent les nouveaux maîtres de la Syrie emmenés par le président de transition Ahmed al-Shara d'un point de vue économique et social? Merci. Avant d'aborder l'économie politique de la nouvelle classe dirigeante syrienne, je pense qu'il faut reconnaître déjà les défis majeurs pour la Syrie. En termes de destruction physique, on parle entre 120 milliards de dollars à 350 milliards de dollars, destruction physique. En termes de pertes économiques, parce que souvent on entend les chiffres de 1000 milliards. Ça, c'est les pertes les pertes envisagées durant la période de la guerre. Mais les destructions physiques sont de l'ordre de 120 à 350 milliards selon différentes statistiques des UNDP à la Banque mondiale qui vient de sortir. 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté et des destructions massives, notamment de l'économie productive, que ce soit l'agriculture ou industrie, dont la Syrie était quand même relativement une économie diversifiée. Hein. Et elle est devenue beaucoup plus une économie, disons, dépendante de la contrebande, de commerce, même en partie de l'exportation de Captagone, qui était dirigée en partie par le régime syrien, etc. Donc, et aussi, un des obstacles que je n'avais pas cité, mais qui reste d'actualité, c'est la fragmentation politique et géographique. Aujourd'hui, en Syrie, vous avez différentes autorités sur le territoire syrien. C'est-à-dire, vous avez le gouvernement central à Damas, mais vous avez au nord-est l'autorité autonome du nord-est de la Syrie, qui est dominée par le parti kurde du PYD. Et au sud, vous avez Soueda, qui est aujourd'hui en dehors du contrôle du gouvernement central à la suite des massacres qui ont été commis par les troupes du nouveau gouvernement. Sans parler, vous avez encore des troupes étrangères. Bon, la plus ancienne occupation, c'est celle de l'État d'Israël du Golan, et des nouvelles occupations. Mais dans le nord, quand je suis originaire de la ville d'Alep, j'allais sur la côte, vous voyez encore des camions, des camps militaires turcs, avec leurs drapeaux et autres. Bon, vous avez différents... Donc ça, c'est les défis majeurs qu'il ne faut pas... Et encore une fois, la main-d'œuvre qualifiée qui a énormément quitté et qui n'est pas prête de revenir. Hein, on parle beaucoup en Europe de retour, etc. Ce n'est pas du tout d'actualité, hein, il faut bien le comprendre. Maintenant, quelle est l'économie politique? Ce qu'il faut aussi voir, cette question de reconstruction s'inscrit dans une région qui a connu de nombreux scénarios de reconstruction. On en reviendra par la suite pour la Palestine, mais vous avez le Liban, l'Irak après occupation américano-britannique, le Liban en 90, et qui, maintenant, on reparle de ça. Mais c'est une reconstruction qui se passe aussi dans un moment politique très important. C'est-à-dire, après les années 90, c'est, disons, la victoire du néolibéralisme économique qui va influencer, que ce soit des questions de reconstruction, mais également l'aide humanitaire, on pourrait y revenir, qui est très influencée également par l'idée de consommation, l'aide du cash qui remplace l'aide matérielle très souvent. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qu'on ne peut pas mettre de côté également. Donc la question de la reconstruction va renforcer, selon moi, très souvent, et ce qu'on a pu voir au Liban, des caractéristiques d'une économie qui avait déjà des problèmes. Et je pense que c'est ce qu'on va vers la Syrie. Si on regarde le Liban, ça a renforcé tout ce qui est économie rentière, services, et dépendant de la diaspora en termes de fonds et d'investissements indirects étrangers. Donc on a parlé de ces deux choses. Maintenant, que dire de la classe dirigeante syrienne et son économie politique? Son premier ministre de l'économie
a déclaré « Nous allons passer d'une économie socialiste vers une économie de marché pour certains qui respectent la charia ». Bon, analysons cette phrase. D'abord, la Syrie n'a jamais été une économie socialiste. Au mieux, a été une économie de ce qu'on appelle state capitalism, c'est-à-dire un capitalisme d'État, comme beaucoup de pays dits de la périphérie ou du sud global, c'est-à-dire où l'État joue un rôle moteur dans l'investissement économique, mais n'a jamais été un État socialiste. Et ensuite, ça c'était dans les années 60, 70, 80, et surtout la période de l'arrivée du fils, Bachar el-Assad, c'est une économie qui est énormément privatisée, une économie néolibérale, dans laquelle voilà, les dynamiques commerciales jouent un rôle très important. Après, vous avez 14 ans de guerre. Bon, le gouvernement a très vite annoncé la couleur, comme je disais, économie de marché. Ils ont été, d'où je suis venu ce matin, de Suisse, ils ont été au forum de Davos, bon, qui est quand même le symbole voilà, de l'économie néolibérale mondiale. D'ailleurs, ironiquement, le ministre des Affaires étrangères, qui vient d'une organisation, alors on pourra reparler par la suite, qui est quand même dans le passé djihadiste, Daesh, etc., était en train de débattre avec un des responsables, on peut dire de manière directe ou indirecte, de la création de Daesh, qui était Tony Blair, criminel de guerre, ancien Premier ministre britannique, qui avait voilà, participé à l'occupation de la guerre en Irak. Bon, cela de côté. Ils ont annoncé, disons, volonté de privatisation du secteur public. Il faut savoir qu'il y a énormément d'entreprises d'État en Syrie. Et là, de nouveau, on peut faire une comparaison avec ce qui s'est passé post-2003 en Irak, hein, qui a aussi détruit l'économie productive. Pour l'instant, c'est des effets d'annonce. Ils n'ont pas été encore privatisés de manière générale, mais il y a cette volonté d'aller là-dessus. Arrêt ou diminution de subventions massives, donc produits dérivés pétroliers. Et il faut savoir que ce n'est pas simplement une question de remplir sa voiture. Tout en Syrie, vous êtes dépendant des produits dérivés pétroliers. L'industrie, mais aussi vous allez chauffer des choses, tout est... Donc ça a augmenté le coût de la vie énormément. Le prix du pain a été passé de 1000 livres syriennes à 4000 livres syriennes. Donc le lot de pain, c'est énorme. Ça, c'est celui qui est subventionné. Sinon, parce qu'il y a... Ce que vous voyez en Syrie, c'est que vous avez le pain subventionné par l'État. Donc il y avait des gens qui font la queue dès le matin. Sinon, le pain, dans l'économie, entre guillemets, dans le marché, c'est 2 fois, 3 fois. Donc il y a des gens qui font ça comme métier, surtout des enfants, pour prendre le pain et le revendre chaque jour. Donc baisse énorme et une volonté, si vous voulez, ce gouvernement va clairement dans une approche néolibérale diminuer la part de l'État, et il a aussi entrepris des licenciements massifs qui a aussi une couleur politique, parce que c'est pour se débarrasser ce qui est considéré comme déloyaliste de l'ancien régime, ce qui est très souvent faux. Aussi, dynamique commerciale, on va favoriser les dynamiques d'importation. Et ce qui a en fait eu une très mauvaise chose, parce que tous les devises étrangères, particulièrement dollars, sont partis à l'étranger. On a fait venir particulièrement beaucoup de voitures à Syrie, parce qu'avant en Syrie, vous aviez des taxes de 100% à 200% sur les voitures. Donc quand il n'y a plus de taxes, on a fait venir énormément de voitures qui a fait fuir les devises étrangères. En même temps, en soutenant des nouvelles formes de réseaux de businessmen qui sont affiliés aux nouvelles classes dirigeantes. Okay, notamment le frère, les 2 frères jouent un rôle aussi très important là-dedans. Donc on a aussi des formes de ce qu'on appelle en anglais chronic capitalism, capitalisme des copains qui sont en train... En fait, on n'a pas du tout une rupture, on a un approfondissement des politiques économiques qu'on avait dans le passé. Ou diminution massive des subventions, baisse du rôle de l'État, volonté d'attirer les investissements étrangers. Et ça a été le premier objectif des classes dirigeantes, c'est-à-dire de rompre l'isolation internationale. Parce que pour mettre fin aux sanctions et attirer les investissements étrangers, particulièrement des monarchies du Golfe et de la Turquie. Et il va y avoir probablement un partage des rôles. L'argent sera des monarchies du Golfe, la reconstruction plus la Turquie. Parce qu'ils ont une main-d'œuvre, qualifiée, ils ont des entreprises et autres. Par contre, tous les effets d'annonce des investissements étrangers sont pour l'instant des effets d'annonce qui sont plus de soutien politique au nouveau gouvernement qu'une implémentation. Et d'ailleurs, de nouveau, là, on voit des cas où, en fait, il n'y a aucune transparence dans la gouvernance. Donc, il y a certains contrats qui ont été alloués à des entreprises de plusieurs milliards de dollars qui ont un employé. Par exemple, une entreprise italienne dirigée par un Syrien, un employé. De même pour certaines entreprises. Bon, il y a clairement une volonté d'aller dans ce rôle, et je pense que
alors avec tous les défis majeurs, et c'est pour ça que j'ai commencé là-dessus, le gouvernement syrien est en train d'appauvrir massivement les Syriens. Il faut savoir que même s'ils ont doublé les salaires, aujourd'hui le salaire minimum c'est à peu près $70, le salaire moyen $150. Pour une famille de 5 à Damas, il faut $700 pour vivre. Dernièrement, lundi, ils ont augmenté les prix de l'électricité de 1000%. Donc ce gouvernement sert les intérêts d'une toute petite minorité, même si politiquement, et on ne peut pas faire la différence dans l'économie politique, hein, même si politiquement ils veulent se présenter comme représentant la majorité de la population, c'est-à-dire arabes sunnites. Mais en fait, ils servent une petite minorité, ils servent des intérêts d'une petite élite économique et affiliés avec des États étrangers, particulièrement des monarchies du Golfe, Turquie, mais aussi, plus proche des États-Unis. On va voir peut-être qu'il va être reçu dans quelques jours à la Maison-Blanche par Trump. Donc on a, et ça c'est souvent ce qu'on voit dans les questions on parlait de reconstruction, mais un approfondissement de dynamique de politique économique qui prévalait auparavant. Parce que quand on parle d'économie de guerre, c'est jamais complètement séparé de l'économie, entre guillemets, en temps de paix. Ça, c'est aussi quelque chose c'est pas deux choses complètement différentes. Et là, on voit un approfondissement des politiques économiques auparavant qui aura, selon moi, et qui ne permet pas du tout la reconstruction. Parce qu'en fait, on a des investissements très importants dans des nouveaux projets immobiliers, et d'ailleurs, il y a eu plusieurs manifestations dans ce cadre-là, aucun intérêt pour la reconstruction en fait, des territoires complètement détruits. Donc toujours une dynamique visant le profit, l'accumulation de capitaux, des gros projets, mais pas du tout une économie en fait, de reconstruction pour la majorité des Syriens et des Syriennes. Merci beaucoup. Ivan Savtchouk, pour revenir à l'Ukraine, comment le gouvernement mené par Volodymyr Zelensky intervient dans les dynamiques de reconstruction économique en cours dans le pays? Quelles sont ses orientations économiques? Mais aussi, il faut dire que l'Ukraine, avant tout, c'est un pays qui contrôlait, l'économie est contrôlée par les oligarches. C'est un peu ressemble à la France du Troisième République, quand il y a les 200 familles qui célèbrent, qui contrôlent les pays et qui bénéficient. Et si avant la guerre, Zelensky a proclamé qu'il faut faire déallocation pour rentrer à l'Union européenne, maintenant, à le prétexte de guerre, on a cessé toutes les activités. Il n'y a pas aucun impôt supplémentaire pour les riches. Les riches en Ukraine sont devenus plus riches et les pauvres sont devenus plus pauvres. Donc le modèle classique du libéralisme économique va marcher. En plus, pendant la guerre, il y a les fortes redistributions de richesses du pays. Certaines sociétés, par exemple les sociétés clés du secteur de production du titanium et extraction du minéraux du titanium, du titane, qui est matière stratégique intéressée bien par les Américains, étaient vendues en société Azerbaïdjan, en pleine guerre. Pourquoi aucune personne ne sait pas pourquoi l'État a pris cette décision-là? D'autre côté, les AgroHolding, qui était une société pile maintenant de l'économie ukrainienne, ils profitent énormément de la situation quand les gens fuient des territoires à côté de la ligne de front. Parce que l'État continue de subventionner l'économie, et en plus, il n'y a pas plus de paysans, il ne faut pas payer aux paysans de loyauté, entre guillemets, de leurs terres. Donc ces sociétés, par exemple la société Kernel, qui était le premier phare de la société mondiale pour les exportations d'huile de tournesol, a déclaré l'année dernière le profit net 5 milliards d'euros. Et ceux-ci, dans l'Ukraine, cultivent les territoires surface agricole égale à la surface agricole d'Irlande. Et quand on dit qu'il faut introduire les réformes à la style européen pour délocaliser et défractionner toute cette grande agriculture, il toujours bloque par les partis motifs économiques. Il a dit ceci payer plus des impôts, donc nous ne pouvons pas tuer les poules qui donnaient les offres d'or. En plus, il faut bien comprendre que les secteurs, les sociétés étrangères sont implantées partiellement. Il y a par exemple les grandes sociétés comme Philip Morris, qui en pleine guerre en a réussi à construire une nouvelle usine de production de cigares à côté des frontières avec la Pologne. Parce qu'il favorise le régime de libre commerce avec l'Union européenne, et comme ça, il profitait que les ouvriers ukrainiens
il faut payer 4 fois moins qu'en Pologne, donc il peut profiter pour produire les cigares pour exporter à l'Union européenne. En pleine guerre, on a fait un investissement de plus de 20 millions d'euros pour construire une nouvelle usine comme ça. Les autres sociétés européennes ou japonaises, Fujita par exemple, qui pour son chaîne de production de Toyota, on a produit un petit truc électromécanique assez simple à l'usine à 3 km de distance avec la frontière avec Pologne, qui aussi pendant la guerre a augmenté 4 fois sa production. Parce que toute cette grande société, il profite énormément de la chute de valeur de devise nationale. Il faut bien comprendre que l'Ukraine, maintenant, de devise nationale, a perdu 4 fois son valeur avant la guerre. Et quand tous les salaires sont gelés à la devise nationale, ça signifie que toutes les populations étaient appauvries à 4 fois. Et maintenant, quand vous avez vu que l'Ukraine a déclaré, l'État a déclaré qu'il faut distribuer telle subvention pour les chauffages, etc., ce n'est pas parce que l'État veut introduire le régime socialiste, mais parce que les gens n'ont pas les moyens pour les payer les factures de gaz, avant tout pour le chauffage. C'est aussi compliqué de comprendre, mais en Ukraine, on a combiné un régime ultra-néolibéral avec le régime de l'oligarchie. Si vous posez la question qui est propriétaire des plus grandes unités de production ou des grandes banques, ce n'est pas l'État, c'est tous les oligarches. Et qui contrôlent en réalité les masses médias, les partis politiques. Et donc il n'y a pas le même système, même ressemble au régime polonais ou de Hongrie ou de Roumanie à côté. C'est totalement différent. C'est les grandes sociétés qui dirigent le secteur productif. Et en plus, il y a les autres particularités que l'Ukraine est l'unique pays d'Europe qui a orienté toute cette exportation de matières grises à la Chine. La Chine reste le premier pays partenaire de l'Ukraine pour le commerce, avec le déficit énorme de l'économie de l'Ukraine. Tous les drones qui produisent l'Ukraine, on a les matériels fournis par la Chine. L'Ukraine a envoyé là-bas les serrurières, envoyé minéraux de fer par les contrats de 10 années. Donc même si demain on serra le peu, l'Ukraine ne peut pas changer radicalement son commerce parce qu'il a les contrats de long terme avec les sociétés où les Chinois déjà possèdent telle partie des titres. Donc la Chine, comme ça, un format très délicat, a commencé à introduire et implanter dans l'économie ukrainienne en pleine guerre. Il profite des guerres pour implanter sur unité ces installations de ces sociétés de commerce pour acheter. Pendant la guerre, il y a quand même le scandale parce que les Chinois ont réussi à acheter en format qui après on fait les parquets, on fait le processus, pour acheter le titre des sociétés qui produisent des engines pour les missiles et pour les hélicoptères. Parce que l'Ukraine c'était propriété d'État qui après a été privatisée, unique en tout un espace post-soviétique qui produit cet engin assez compliqué, sophistiqué, qui besoin aussi pour les Russes. Et maintenant, son directeur était en processus parce que même pendant la guerre, cette société a vendu par les sociétés fantoches en République tchèque, tout cet engin à la Russie. Donc il continue le commerce avec la Russie même pendant la guerre. Et si on prend par exemple la rupture, c'est seulement cette année qu'on a rupture le contrat avec le Gazprom pour transporter le gaz et le pétrole russe via Hongrie et Slovaquie. Seulement cette année-là, si vous prenez le chiffre officiel du douane ukrainien, jusqu'à la dernière année, l'Ukraine a continué le commerce avec la Russie dans les divers secteurs de l'économie. C'est le contrat de long terme et chaque fois, on peut voir les nouvelles ukrainiennes et si vous voulez, vous pouvez visiter le site officiel du service de sécurité d'État. Il y a le processus contre telle société qui continue même pendant la guerre d'exporter les produits sophistiqués à la Russie. Merci beaucoup. Pour poursuivre sur l'Ukraine, Éric Monet, l'Ukraine est également très dépendante de l'aide internationale et en particulier de l'aide européenne. Pour assurer une reconstruction juste et efficace, vous défendez l'établissement d'une banque ukrainienne de développement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi ? Oui, ça part en fait d'un problème qui a été soulevé à la fois dans le cas syrien et dans le cas ukrainien. C'est que ce qui est nécessaire à tout pays en phase de reconstruction,
c'est de l'argent, pour le dire rapidement. Donc c'est pas le seul problème, évidemment, il y a aussi toutes les questions politiques et l'argent ne résout pas tous les problèmes, mais c'est impossible de faire une reconstruction sans financement. Et il y a deux types de financement qu'il faut distinguer. Il y a, on va dire, des financements locaux, nationaux, donc c'est vraiment pour permettre d'avoir de l'investissement local. Et un autre type de financement, Joseph a fait allusion dans le cas syrien, c'est d'avoir des devises étrangères pour pouvoir importer. Et donc ça, c'est deux choses qui sont relativement différentes et qui sont, on va dire, qui manquent vraiment dans une économie qui a subi la guerre, surtout pour des économies qui ont connu sur leur sol des destructions, donc les économies dont on parle ici, qui sont les économies de reconstruction, et là encore, c'est très différent par exemple du cas des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Donc pour ces économies-là, donc pourquoi est-ce qu'en fait elles se retrouvent dans ce manque de financement ? Donc pour le financement local, c'est tout simplement parce que on va dire l'épargne nationale des entreprises, des individus, a été très fortement diminuée, ne serait-ce que parce qu'il y a effectivement des questions économiques, des pénuries, l'économie ne marche pas normalement, et aussi parce que souvent dans ces économies de guerre, il y a de l'inflation. Donc en fait l'inflation grignote la valeur réelle de l'épargne, et c'est quelque chose qu'on a vu en Europe. Donc le contexte que je connais le plus historiquement, c'est la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, mais qu'on voit là dans tous les cas beaucoup de cas qui sont évoqués ici, c'est et quelle est vraiment l'épargne du pays? Il y a toujours cette question. Alors, on voit souvent dans les contextes des reconstructions à un moment des gens qui disent il y a peut-être de l'épargne cachée. Alors on imagine toujours qu'il y a une partie de la population. Alors en France après 1945, c'était les agriculteurs. Le gouvernement pensait que les agriculteurs avaient pendant la guerre caché plein d'épargne sous leur matelas. Puis en fait on se rend compte que c'était pas tellement vrai. Et là en Syrie, où quelquefois on pense qu'il y a certaines communautés qui ont plus réussi à protéger leur épargne et tout ça. Mais c'est des grandes questions et puis qui créent aussi des frictions politiques qui peuvent être importantes. Donc en fait cette question, c'est est-ce qu'il y a déjà de l'épargne dans le pays qui peut être mobilisée. Donc ça c'est une question importante parce que ça va déterminer un peu le type de financement qui peut être mis en place par l'État après, c'est-à-dire est-ce qu'il faut compter sur une épargne nationale ou est-ce qu'au contraire il faut penser que le pays ne peut emprunter pratiquement que à l'étranger. Et la deuxième chose, donc là, c'est pour la capacité pour le pays d'importer, donc d'acheter à l'étranger. Et là encore, il faut des devises étrangères. Donc a priori, on peut se dire les deux problèmes sont un peu similaires. C'est-à-dire que si vous voulez importer à l'étranger, il faut aussi de l'argent. Alors c'est pas exactement similaire parce qu'il y a la question du taux de change. Donc, et c'est aussi pourquoi beaucoup de pays après une reconstruction se retrouvent dans une spirale inflationniste. C'est qu'en fait, ils ont besoin d'importer à l'étranger. Donc pour ça, ils ont besoin d'acheter des devises étrangères. Donc en fait, ces devises étrangères coûtent plus cher, ce qui, en termes de taux de change, veut dire que le taux de change va se déprécier. Et quand le taux de change se déprécie, ça veut dire que vous achetez plus cher les biens étrangers. Donc ça alimente encore plus l'inflation. Et c'est pour ça que beaucoup de pays se retrouvent dans cette spirale inflationniste qui a été très très courante après les reconstructions. Donc vous voyez que c'est pour ça que ces deux problèmes qu'il est important de penser de manière distincte, parce que même si vous avez en fait si le pays on va dire trouve de l'épargne ou a de l'argent, s'il doit beaucoup importer et s'il doit beaucoup demander des monnaies étrangères, en fait il peut créer une dépréciation du change qui va renforcer l'inflation, qui va du coup venir grignoter l'épargne et tout ça. Donc en fait c'est pour ça que beaucoup de pays en phase de reconstruction se retrouvent dans un peu une spirale infernale de manquer de financement et en plus d'avoir beaucoup d'inflation. Et que tous les enjeux financiers des reconstructions, c'est de casser cette spirale infernale. Et donc la manière dont ça a été fait en Europe après 1945, et c'est vrai alors, et là encore les pays européens avaient une histoire différente d'autres pays, mais je pense qu'à l'échelle quand même de ce qui s'est passé depuis un siècle, c'est des reconstructions qu'on peut voir comme ayant été relativement couronné de succès par rapport à beaucoup d'autres constructions marquées justement aussi d'un saut de politique néolibérale des années 90. Donc c'était peut-être pas la seule raison pour laquelle il n'y avait pas eu de succès, mais globalement c'est vrai qu'il y a eu moins de succès économique que les reconstructions européennes d'après 1945. Et donc comment cette spirale en fait a été cassée, c'est de deux manières. C'était donc au sens interne, c'était de créer
des banques, de créer ou de s'appuyer, enfin de développer des banques qui existaient déjà, ce qu'on appelait des banques de développement, ce qu'on appelle les banques de développement qui après portent des noms différents suivant les pays. Et donc ces banques-là, elles vont essayer de canaliser l'épargne pour pouvoir voilà, investir plus. Et ça, il y a souvent un peu une confusion, c'est-à-dire qu'on dit souvent après la guerre, l'État va investir beaucoup, mais concrètement, c'est pas l'État qui investit directement, c'est-à-dire que c'est pas le budget de l'État, c'est pas la dette publique, parce que justement l'État est aussi très contraint en termes de dette publique et tout ça. Ce que les États vont plutôt faire, c'est utiliser ces grandes banques, ces grandes institutions pour essayer de soit recueillir des dépôts, soit emprunter auprès de la population. Donc si on prend le cas français, par exemple, les grandes institutions qui existaient, c'était la Caisse des dépôts, le Crédit national et le Crédit foncier, qui ont vraiment été les moteurs de ces reconstructions. Là encore, si je prends le cas de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, ce qui est intéressant, c'est que dans des pays qui n'avaient pas des équivalents de ces grandes banques de développement, les Américains à l'époque en ont créé. En fait. Donc le cas allemand, où en fait il y avait des banques régionales, mais il fallait un peu plus centraliser. Donc on a créé ce qui existe encore aujourd'hui, le KfW, et donc qui a été créé en partie sous impulsion américaine pour avoir comme ça une banque de développement. Donc ça c'est le premier point. Et ensuite il y a le deuxième point qui est sur les devises étrangères. Et donc là, ça a été beaucoup de prêts en dollars. Donc ça, et souvent, on sous-estime un peu ça, parce que on connaît évidemment le plan Marshall. Et c'est vrai qu'il y a toujours une querelle sur le plan Marshall, où quand on regarde les montants, on se dit « Ah, finalement, c'était pas des montants qui étaient si importants, et peut-être que l'Europe aurait pu faire sans le plan Marshall. » Mais en fait, ce qui est fondamental dans le plan Marshall, c'est peut-être pas seulement les montants, c'est que les États-Unis prêtent des dollars, et en fait, ça permet ensuite aux Européens d'importer en dollars des biens américains. Ce qui aussi donne lieu à des querelles qui existent toujours entre historiens. Certains historiens disent « Ah bah oui, mais c'était une manière pour les États-Unis de soumettre l'Europe de l'Ouest, en tout cas, bon, peut-être qu'il y avait cette intention, mais en même temps, l'Europe ne pouvait pas importer des biens d'autres pays que des États-Unis après la guerre pour pouvoir se reconstruire immédiatement. Donc on voit qu'il y a eu quand même, voilà, en tout cas, les reconstructions ne se font pas de manière relativement automatique, c'est-à-dire que ces reconstructions qui ont été, on va dire, économiquement, qui ont porté leurs fruits, elles ont dû reposer sur la création d'institutions très importantes. Donc c'est pour ça que dans ce contexte, il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur la création d'une banque de développement en Ukraine. Donc d'ailleurs, il y a un projet qui vient d'être approuvé il y a un mois, donc ça reste encore à se matérialiser. Mais l'idée, ce serait comme ça d'avoir une banque qui pourrait faire des prêts à long terme, surtout dans des contextes où voilà, il peut manquer d'épargne. Donc c'est pas seulement qu'on manque de l'épargne, mais c'est qu'en plus il y a plus de risques. Et donc des banques privées vont moins prendre ce risque. Donc dans le cas ukrainien, ce qui je pense serait très différent du cas syrien, pour l'instant, l'Ukraine, en fait, justement parce que l'économie ne s'est pas effondrée, il y a une épargne qui demeure et qui est déjà dans les banques. Donc c'est pour ça que quand on a réfléchi, alors on n'est pas les seuls à avoir réfléchi sur une proposition de banque de développement ukrainienne, mais on s'est plutôt tourné vers un modèle qui est sur un modèle où cette banque va plutôt essayer d'emprunter sur des marchés financiers, que ce soit nationaux ou nationaux, plutôt que ce qui était le modèle par exemple de la Caisse des dépôts en France, d'essayer de mobiliser des dépôts, puisque on va dire les dépôts existent déjà. Donc ça c'est un peu le premier cas déjà, c'est comment est-ce que ces banques doivent se financer, et ça dépend évidemment de l'économie. Tout ça dépend aussi forcément du contexte, ça on revient, c'est-à-dire que le contexte quand on est justement en Europe après 1945, il y a une grande reconnaissance de l'importance du rôle de l'État. Et là, effectivement, aujourd'hui, on est dans des contextes relativement différents. Alors ça a changé par rapport aux années 90, mais il y a beaucoup moins de consensus sur le fait que l'État centralisé est plus à même de financer l'économie que le secteur privé. Donc là encore, il faut sans doute tenir compte du contexte, tout en montrant quand même que historiquement, il est vrai que des reconstructions entièrement laissées au secteur privé ont rarement fonctionné. Donc il faut trouver quand même là et ça c'est ce que je ne connais pas du tout, et je laissais la question à mes co-auteurs ukrainiens de gérer ça, c'est l'économie politique ukrainienne aujourd'hui, où effectivement qui est encore marquée
par les oligarques, où le gouvernement en fait n'est pas du tout entré dans justement une économie de guerre comme en Europe dans 1945, c'est-à-dire en nationalisant les entreprises ou comme ça. Donc il faut trouver quelque chose qui soit compatible avec à la fois les objectifs du gouvernement et le privé. Et l'autre chose qui est aussi très importante, c'est la souveraineté nationale. Donc là, il y a eu au tout début des propositions qui ont été faites pour une banque de développement en Ukraine, et nous c'était un peu vraiment contre ça qu'on écrivait. En gros, pour le dire vite, il y avait des propositions qui étaient de faire une banque financée et pratiquement dirigée par des grandes banques américaines, en disant, ben voilà, ça donne en fait un gage de crédibilité, parce que c'est des institutions étrangères. Et ça, c'est un débat aussi qui revient sans cesse dans les reconstructions, et on a vu ça beaucoup aussi dans des pays, on parlait de Liban, d'Irak et tout ça, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on a besoin de l'étranger, et où il faut quand même garder une marge d'autonomie vis-à-vis de l'étranger. Et là, moi, je suis vraiment sur le plan qu'il faut quand même garder une autonomie nationale qui est très importante, et qui, dans le cas de l'Ukraine, bon, je pense, est d'autant plus facile à faire que l'Ukraine a beaucoup engagé de procédures pour montrer d'une lutte quand même anticorruption, pour montrer qu'elle respecte des règles de gouvernance européenne, qui fait qu'on n'est pas du tout dans la situation d'un pays où on pourrait dire aujourd'hui que si la banque n'a pas comme actionnaire principal une banque américaine, elle va être incapable de lever des fonds sur le marché international. Je pense que c'est vraiment pas ce qui se passe. On pourra en reparler à la dernière question si ça vous va. Pour refaire un dernier tour de table, les institutions internationales comme les Nations Unies et la communauté internationale ont un rôle à jouer dans la transition vers la paix, pour le meilleur et parfois pour le pire. Joseph Daher, dans la bande de Gaza, le fragile cessez-le-feu est la première étape du plan de paix voulu par Donald Trump, qui caresse toujours l'idée d'établir une Riviera dans ce territoire dévasté à 80%. Quel regard vous portez sur ce plan d'un point de vue économique ? Tout d'abord, quel que soit le cas, dans le cas syrien, libanais ou maintenant palestinien, personne ne nie l'importance d'une aide, assistance économique internationale. La question, c'est comment elle se fait. Dans ce cadre-là, il est à noter quand même que, c'est même pas qu'il y a un fragile, il n'y a pas de cessez-le-feu. Déjà, il faut le dire, hein. La guerre continue contre les Palestiniens et Palestiniennes dans la bande de Gaza. Ensuite, le dit plan de paix n'en est pas un, disons. C'est un plan pour renforcer, concrètement, l'hégémonie américaine dans la région et de continuer dans la liquidation de la question palestinienne. Parce que dans le dit plan de paix, il n'y a pas d'agenda de retrait de Gaza, qu'il faut le rappeler, plus de 50 milliards de destruction physique. Et qu'en termes de reconstruction, si le blocus se maintient sur Gaza, prendrait plusieurs centaines d'années. Il faut juste se rendre compte. De même, l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. Donc on est toujours dans une forme, et comme il a été caractérisé par de nombreuses organisations internationales, y compris israéliennes, dans une continuation d'une guerre génocidaire face aux Palestiniens et aux Palestiniennes. Donc ce plan de paix ne cherche pas, même économiquement, quand Trump a parlé de Riviera, le but c'était de finir le travail de l'État d'Israël, c'est-à-dire le génocide, c'est-à-dire le but c'était de vider Gaza de sa population. Le problème c'est que les alliés états-uniens ont dit non mais attendez, c'est pas parce qu'ils aiment les Palestiniens, les monarchies arabes, Égypte ou la Jordanie. C'est pas, ils pensent aux Palestiniens, mais ça allait leur créer des problèmes pour eux-mêmes. L'Égypte ne voulait pas l'arrivée de Palestiniens en Égypte, parce que ça pourrait être des questions sécuritaires. La Jordanie non plus, qui déjà dispose d'une majorité d'une population palestinienne historiquement, et les monarchies du Golfe disaient non, ça c'est pas possible. Donc c'est pour ça que la question de la Riviera n'a pas eu lieu, mais c'était véritablement de vider la population palestinienne de la bande de Gaza. Donc pourquoi une volonté de liquider la question palestinienne ? Parce qu'ils veulent, le but, et qui est continu depuis les accords d'Oslo, c'est l'intégration de l'État d'Israël dans la zone régionale, la normalisation de l'État d'Israël avec les États régionaux. Et cela a été continué par les accords d'Abraham,
et ce plan de paix, la première chose, le dit plan de paix, Trump l'a dit très ouvertement. J'espère que vous allez rejoindre, à la suite de ce plan, les accords d'Abraham, particulièrement en visant l'Arabie saoudite, parce que c'est la clé de voûte. Si vous avez l'Arabie saoudite, vous aurez une normalisation continue, qui n'est pas refusée, encore une fois, par les cercles dirigeants régionaux. Il faut être très concret. C'est pas qu'ils, ces dirigeants arabes et autres ne pensent pas aux Palestiniens, palestiniennes ou au bien-être. Ils voient la question palestinienne par rapport à qu'est-ce que ça va créer comme instabilité dans mon propre régime. Parce que quand vous avez des marques de sympathie pour la Palestine, que ce soit en Égypte, en Arabie saoudite ou autre, vous êtes emprisonné. Donc la question, c'est l'intégration. Pourquoi? S'il y a une spécificité par rapport au Moyen-Orient, ce n'est pas, comme très souvent dans une certaine presse ou analyse, que la population est à majorité arabe et ou musulmane. Ce n'est pas ça. La spécificité, elle est où? C'est dans la concentration des énergies fossiles dans cette région du monde, qui jusqu'à aujourd'hui, l'économie politique internationale est en grande partie dépendante. Et ce n'est pas simplement remplir votre voiture d'essence. Tous les produits dérivés pétroliers sont dans notre économie. Plastique, et tout. Notre économie est par rapport aux énergies fossiles. Donc tout changement politique dans cette région changerait l'économie politique internationale. Pas que les États-Unis sont dépendants du pétrole, mais c'est la question de sa distribution qui est fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand consommateur du pétrole, entre guillemets, arabe, ce n'est pas les États-Unis, c'est la Chine, le plus grand consommateur. De même que les... Donc, la volonté de cette intégration entre les deux piliers, si on veut dire, des États-Unis dans cette région, qui sont Israël et les monarchies du Golfe, c'est cette normalisation pour aussi faire face à la montée de la puissance économique de la Chine. Donc, le dit plan Trump doit être vu dans cette question de politique économique. Renforcer l'hégémonie américaine dans la région, faire face à la rivalité montante de la Chine en termes économiques et maintenir ce contrôle de la distribution du pétrole. Ça reste fondamental et c'est comme ça qu'il faut voir toute cette activité, on va dire, dite diplomatique. Mais il n'y a pas de considération pour les Palestiniens et Palestiniennes dans ce cadre-là. De même pour le Liban, on a parlé de 10 cessez-le-feu. Il faut savoir que depuis fin novembre, depuis le 10 cessez-le-feu, il y a plus de 300 personnes qui sont mortes au Liban. Et toute tentative de reconstruction est détruite. Il y a eu donc il y a eu des tracteurs, des bulldozers et tout qui ont été détruits. Donc il n'y a pas aussi d'économie de reconstruction pour le Liban qui est aussi soumis à des impératifs politiques, qui est la démilitarisation du Hezbollah. Donc la question économique est là soumise à des impératifs politiques, mais bien sûr le voir dans un cadre d'économie politique internationale. Merci beaucoup. Ivan Savchuk, pour revenir à l'Ukraine, l'Ukraine semble vue de plus en plus comme un marché intéressant pour un certain nombre d'entreprises internationales. Vous avez cité notamment Philippe Morris, mais il y a également des entreprises françaises. Quels sont les secteurs qui sont concernés par ces investissements étrangers et quelle est votre opinion? Est-ce que vous les voyez comme des profiteurs de guerre ou au contraire vous pensez qu'ils peuvent être utiles à l'économie ukrainienne? Merci. Les plantations françaises à l'économie ukrainienne ont l'histoire plus du centenaire parce que tous les mines de charbon à l'époque du tsar étaient créées grâce à capitaux français, comme les mines de Kriveric, d'extraction du minerai de fer. Donc c'est plus une histoire assez longue. Mais c'est pendant les investissements pendant la guerre, les Français sont un des leadership dans ce secteur-là parce que l'année dernière, on a acheté une des banques ukrainiennes pour 4 milliards d'euros déclarés. On a acheté et aussi les sociétés françaises étant hyper actives dans le secteur de reconstruction énergétique, installation énergétique. Avec le soutien des antennes de l'ambassade de la France, antenne économique, on a créé dans le cadre de coopération franco-ukrainienne. Ce n'est pas une société mixte, mais c'est plutôt une société qui aide les investisseurs français d'implanter en Ukraine. Il faut dire par exemple que les sociétés comme Lactalis, par exemple,
a déjà bien adapté à conditions de guerre pour continuer de produire le beurre et produire la terre en Ukraine, à Mykolaiv, c'est à 80 km de la ligne de front. Il continue de bien fonctionner parce qu'il a adapté ses capacités de production avec l'installation des générateurs français pour priver les coupures d'électricité. Donc chaque société qui fonctionne dans l'économie ukrainienne a trouvé ce modus vivendi dans les conditions de guerre. Avant tout, on a créé autonomie dans la gestion des ressources énergétiques. Par exemple, la société Coca-Cola a construit une des plus grandes en Ukraine ferme photovoltaïque pour produire l'électricité assez chère, mais qui était question vitale pour les chaînes de production. Pour ne pas stopper soudain à la cause de coupure d'électricité, on a créé cette société. En plus, le plus grand ferme éolienne est en train de construire en Ukraine pour investissement déclaré 40 millions d'euros, qui est créé par les sociétés ukrainiennes qui profitent des tarifs verts qui sont implantés en Ukraine aussi, comme les autres pays européens, mais qui en Ukraine profitent seulement des grandes sociétés. Et maintenant, le plus grand investissement dans le secteur énergétique, pour le secteur éolien, c'est la société tchèque qui en a construit une grande ferme éolienne à côté des frontières polonaises, qui produit maintenant 4% de toute la consommation dans la région de Lviv. Comme ça, diverses sociétés, et les Français aussi, avant tout, sont bien implantés dans le secteur de réparation de tous les appareils et machines qui sont accrues à l'Ukraine dans le cadre de l'aide technique avant tout. Et il y a beaucoup de sociétés françaises qui construisent une unité de reconstruction du blindé et d'une unité militaire qui est fournie par l'armée française. Il faut dire que l'Ukraine est maintenant le premier consommateur de César, le français, grâce à l'aide militaire de la France. Et en plus, il y a la coopération dans ce secteur entre les sociétés ukrainiennes, les sociétés françaises et allemandes, avant tout. On a créé pas mal de sociétés mixtes et maintenant, à la cause que les Russes frappent les unités de production, on a trouvé une formule pour implanter l'usine de réparation à côté polonais, à Rzeszów, qui est devenu le phare pour l'aide à l'Ukraine de tous les matériels. Et comme ça, on a profité que la chemin de fer avec écartement du standard soviétique a traversé cette ville-là. C'est une unique ligne aussi longue qui est entrée en moitié au centre de Pologne. Et cette ligne utilisait les Américains et les Européens pour fournir à l'Ukraine tous les matériels nécessaires pour continuer à se battre. Parce qu'en Ukraine, c'est la particularité pour tous les pays européens, c'est le chemin de fer qui a alimenté tous les systèmes de défense. Parce que le chemin de fer, on a continué en Ukraine à être le premier transport des matières lourdes pour les industries de défense. Et quand la guerre a éclaté, c'est grâce à chemin de fer ukrainien, 4 millions d'Ukrainiens ont été évacués de lignes du front. 4 millions, sans les trains de TGV. En Ukraine, il y a le système du réseau ferroviaire, c'est comme en France avant les 80. C'est avant une grande transformation radicale du système de chemin de fer en français. Donc, le chemin de fer reste la première société en Ukraine pour la quantité d'employeurs. C'est environ 200 000 personnes qui travaillent en chemin de fer ukrainien. C'est 4 fois plus qu'en SNCF en France, et c'est 40% de tous les trafics d'exportation du pays. Donc, ici, il faut bien comprendre que maintenant, par exemple, il y a l'accord cadre avec le Thomson et Alstom pour acheter les matériels ferroviaires, pour moderniser le système ferroviaire ukrainien, qui est la question cruciale pour le fonctionnement des machines économiques du pays. Sans les transformations radicales de locomotives et wagons, il est impossible d'augmenter la capacité de trafic. Donc, il est impossible d'augmenter la circulation du bien dans l'économie. En plus, il y a maintenant l'accord cadre pour construire en Ukraine les réseaux décentralisés de cette énergie verte, avant tout des fermes. Il y a un grand projet
qui maintenant ont mis avec initiatives locaux, avant tout pour implanter en diverses régions ukrainiennes, parce que le système ukrainien c'est hyper centralisé dans les productions d'électricité. Et il faut bien comprendre que l'Ukraine n'a pas les si similaires économies comme les pays voisins européens. C'est le pays qui a un lourd héritage soviétique avec les grandes structures semi-monopolistes qui contrôlent tel secteur de l'économie qui est maintenant contrôlé par l'oligarche ou par l'État. Et c'est toujours créé une symbiose si difficile à comprendre. C'est un peu ressemble à la Turquie kémaliste, on peut dire entre les deux guerres, quand l'État dirige, mais aussi dépend de divers groupes assez puissants régionaux qui contrôlent tel secteur, telle activité. C'est qui combiné crée une symbiose assez spécifique qui est difficile à comprendre dans les Européens qui jamais avaient l'expérience de ce modèle en Union européenne. Merci beaucoup. Éric Monet, vous en avez parlé juste avant. Vous avez étudié l'histoire des banques de développement national en Europe et leur rôle dans la planification de l'économie après la Seconde Guerre mondiale. Comment engranger suffisamment d'aide internationale pour se reconstruire sans devenir dépendant aux capitaux étrangers ? Oui, pour ça aussi, je pense que c'est intéressant de revenir un peu à l'histoire après la Seconde Guerre mondiale, ce qui a été fait en Europe, parce que même si, comme je disais auparavant, c'est aussi vu comme une politique d'influence américaine, et je pense qu'on peut pas le nier, en fait, on va voir que quand même le degré d'autonomie qui a été laissé aux États européens, d'ailleurs aussi au Japon, était aussi important, et d'un point de vue financier, les États-Unis ont laissé des marges de manœuvre. Donc concrètement, comment c'était fait ? C'était, donc je parle vraiment du plan Marshall ici. Donc le plan Marshall a deux versants, un versant don et un versant prêt. Mais que ce soit par les prêts ou vers les dons, en fait, à chaque fois, les États-Unis n'investissent pas directement. C'est-à-dire que ce n'est pas les États-Unis qui disent, quand on prend du plan Marshall, on va prendre possession du capital d'entreprises locales. Ça ne se passe pas comme ça. Et ce n'est pas non plus des dons qui alimentent de la dette publique. Donc en fait, justement, ça passe par ces fameuses banques de développement, qu'on n'appelle pas forcément toujours comme ça dans un pays, mais dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est des institutions financières qui n'appartiennent pas au budget de l'État, donc qui sont distinctes du budget de l'État, mais qui sont contrôlées par l'État. Donc en France, je revenais, c'était pas la Caisse des dépôts, c'était cette autre institution qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait le Crédit National, qui elle-même avait été créée après la Première Guerre mondiale pour permettre la reconstruction du pays après la Première Guerre mondiale. Mais après la Première Guerre mondiale, il y avait plus d'épargne en France, donc il y avait moins besoin d'aide étrangère. Mais après la Seconde Guerre mondiale, il y en a moins, en particulier parce qu'il y a eu beaucoup plus de destruction sur le territoire français et beaucoup plus d'inflation. Et donc en fait, ce que font les États-Unis, c'est qu'ils donnent ou ils prêtent de l'argent à cette institution, le Crédit National, qui elle va investir en France. Donc ce n'est pas les Américains qui décident, voilà, on va investir là, on va donner là, avec des contreparties à chaque fois. C'est-à-dire que vraiment, ils décident, ils font confiance à une institution nationale pour prêter ces fonds, pour réallouer ces fonds. Et je parlais du cas allemand, mais c'est vrai dans tous les pays. Donc en Allemagne, c'est pour ça qu'ils créent ce fameux KfW qui existe encore aujourd'hui. C'est pour faire la même chose. Donc les Américains donnent cet argent au KfW, qui ensuite est réparti au niveau national. Donc on n'est vraiment pas dans une optique de un pays qui va prendre possession des moyens de production lui-même et utiliser son argent. Donc là encore, évidemment, les États-Unis, en faisant ça, s'assurent des alliés, évidemment. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est cadeau, mais en tout cas, ça laisse une marge de manœuvre qui est importante. Donc c'est important de connaître cette histoire-là, parce que ce fameux KfW aujourd'hui, donc la banque KfW, qui est la grande banque de développement allemande, en fait, est marquée par cette histoire et continue à jouer ce rôle. Donc, y compris après la crise de 2008-2009, il y avait eu des aides, alors on n'était pas dans après-guerre et reconstruction, mais il y a eu des aides, quelques aides, notamment de l'Allemagne, vis-à-vis des pays qui avaient plus souffert de la crise, dont la Grèce, etc. Et c'est à chaque fois passé par ces mêmes institutions. Donc l'Allemagne a prêté au Portugal, à la Grèce, en passant par la banque allemande, le KfW, qui prêtait aux banques publiques de ces pays. Et comme le Grèce et le Portugal notamment n'en avaient pas, en fait l'Allemagne a fait créer des banques publiques
en Grèce et au Portugal après en 2010 pour accueillir cet argent. Donc, tout ça, c'est des réseaux qui ne sont pas très connus, hein, ça ne fait pas la une des journaux, mais qui en fait sont très importants et existent encore aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas une surprise de voir que dans ce qui a été annoncé là, il y a quelques semaines, la création d'un National Development Institute en Ukraine, donc ce qui serait l'équivalent d'une grande banque de développement. Le KfW, donc cette banque de développement allemande, est pour l'instant, alors la structure de gouvernance est encore assez mal définie, ou en tout cas j'ai pas deviné, mais je ne nie pas l'ukrainien, donc je ne peux pas non plus savoir tout, mais je pense que ça a été voté, mais la gouvernance n'est pas définie. Mais le KfW va être une institution essentielle pour à la fois prêter et aussi aider en fait à la création de cette institution. C'est des réseaux qui existent et à travers là, voilà, on a quelque chose qui potentiellement pourrait permettre une aide qui ne soit pas une aide de soumettre ce pays. Quelque chose qui est important quand même là-dedans, et on le voit très bien à la fois dans le cas aujourd'hui, les liens entre le KfW et la banque de développement ukrainienne qui va se créer, et dans le cas de l'après-guerre en Europe dont je parlais auparavant, c'est qu'à chaque fois il y a des intérêts bien compris. C'est-à-dire que quand je parlais de dons, financièrement ce sont des dons, donc on peut vraiment parler de dons, mais effectivement les États-Unis n'auraient jamais prêté autant d'argent à l'Europe s'ils n'avaient pas un intérêt à la reconstruction de l'Europe de l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale contre le communisme. Et là aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Ukraine, même si on sait qu'au sein de l'Europe, ça crée des divisions, tous les pays européens ne sont pas sur la même ligne, et ce qui fait que l'aide à l'Ukraine, même en temps de guerre, est insuffisante. Mais il y a quand même une reconnaissance que si l'économie ukrainienne s'effondrait, ça serait mauvais pour l'Europe. Et c'est là où aujourd'hui, je pense que pour la question de la Palestine, en fait, la question est beaucoup plus compliquée, c'est-à-dire quels pays aujourd'hui seront prêts à faire une aide qui soit une aide qui ne soit pas de mettre complètement, d'imposer sa souveraineté à la Palestine, comme est le plan Trump de Riviera, qui est vraiment une mise à jour, enfin, carrément qu'on peut, je pense, qualifier de néocolonial pratiquement, enfin, dans ses formes. Et donc, quel pays aujourd'hui a un intérêt à ce que la Palestine se reconstruise en ayant une forme d'autonomie? Et donc, c'est ça qui rend ces questions compliquées. Donc, voilà, j'ai un peu parlé de ces gouvernances, mais il ne faut pas être tout ça, il faut pas être naïf sur le fait que l'autonomie est laissée à certains pays dans la reconstruction, sous deux conditions, les conditions, j'ai moins parlé, mais quand même de gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a une vérification que l'argent peut être, quand même, c'est des institutions où il y a un certain sérieux budgétaire, on va dire, et puis l'autre, c'est d'intérêt bien compris, quoi. Et ça, on entre dans la réelle politique, dont on ne peut pas évidemment s'abstraire dès qu'on parle d'aide internationale. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Je vous propose maintenant d'ouvrir la discussion avec la salle. Donc, vous pouvez envoyer vos questions au numéro qui s'affiche sur l'écran. Donc, c'est le 07 67 67 29 56. Il y a déjà un certain nombre de questions qui nous sont parvenues, notamment une sur le modèle russe. Une question qui dit: est-ce que le modèle russe tend vers le modèle de l'économie de guerre totale? Donc c'était vous, Éric Monet, qui parliez d'économie de guerre totale, mais peut-être que vous voulez aussi répondre, Ivan Savchuk. Il faut dire que la Russie, maintenant, il y a une combinaison assez étrange. Il veut être aussi riche pour avoir le villa à Côte d'Azur, mais quand même être le Staline fermé, encerclé à Kremlin avec tous les... Donc, c'est, quand on dit que les Russes veulent introduire une machine à guerre à l'époque soviétique, c'est impossible dans la situation actuelle russe. Parce que dans la société russe, bien sûr, c'est le pays dirigeant où Poutine décide tout, mais il y a quand même les oppositions illicites qui toujours bloquent toutes les tentatives de transformer radicalement ce pays à la format du Corée du Nord. Même si c'est un pays idéal peut-être pour certains dirigeants ou dirigeants russes, mais l'élite économique est fortement opposée. Parce que tous ces personnages-là qui ont réussi à faire élite et oligarche hyper riches possèdent le bien et ont le goût de vivre à la Côte d'Azur, à London, etc. Même en Russie, on dit que ce n'est pas London, c'est Londongrad, comme Leningrad.
Parce qu'ils sont tellement habitués que leurs enfants ont fait les études là-bas, qu'ils font les vacances à Côte d'Azur, et maintenant, ils souffrent plus que vous pouvez imaginer. Parce que quand tu as le bien et tu ne peux pas l'utiliser, et tu dois le payer, ils pensent qui est idiot de cette situation-là. Vous devez le bien comprendre, parce que c'est la question de leur liberté. Ils sont bloqués, ils sont uniques lieux où ils peuvent montrer toute cette richesse. Pour nous riches, c'est très important de montrer sa richesse, c'est le reste du Dubaï ou la Chine. Où fait les compétitions avec les Chinois, c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas la même valeur. Ils sont plus occidentalisés que les Chinois. Et puis, l'autre obstacle important, que la Russie avait une énorme période de déindustrialisation, avec implantation de beaucoup de sociétés européennes avant tout dans leur économie. Si par exemple leur secteur automobile, c'est le secteur Renault qui contrôlait avant la guerre l'usine phare qui produit les fameuses Volga à l'époque soviétique. Et si on prend de l'histoire, à l'époque de Brezhnev, quand on a créé cette industrie automobile, c'est grâce à Fiat qui, à l'échange du pétrole, en a fourni les usines complètes pour implanter en Russie. Donc il y a le plein de dépendance de nouvelles technologies avant tout européen. C'est le problème vital pour le système russe, parce que maintenant, il profite énormément de tout cet héritage soviétique. Mais c'est les personnes âgées qui créaient à l'époque soviétique les missiles, etc. Nouvelle génération n'a pas les mêmes niveaux intellectuels et ni même capacité, désir du sacrifice. Si n'est pas prendre les propagandes officielles, si vous pouvez poser les questions à les gens qui travaillent au consulat français à Moscou, les demandes n'est pas diminuées pour aller à l'Europe. Donc les Russes veulent aller en France. Ce n'est pas le contraire. Ils vont donc, c'est des questions aussi importantes. La Russie n'a pas capacité de transformer ce pays en Nouvelle-Corée du Nord. C'est impossible. Seulement c'est la grande guerre totale qui peut être proclamée, peut changer radicalement cette situation. Maintenant, même le Poutine évitait de dire les questions de la guerre. Parce qu'il peur de ça. Est-ce que vous voulez dire un mot également ? Oui, donc rapidement, c'est vrai que j'avais pas parlé de ça auparavant et abordé la question comme ça, parce que je parlais plus de la reconstruction, mais effectivement, la Russie aujourd'hui a vraiment les caractéristiques d'une économie totale d'armement ou d'une économie de guerre totale, puisque toute l'économie est vraiment tournée vers le fonctionnement de la guerre, c'est-à-dire à la fois le budget de l'État, principalement alloué vers ça, l'import-export qui est aussi très tourné vers des imports pour importer, les restrictions, il y a certaines restrictions sur certains produits, et puis aussi le marché du travail, l'organisation du marché du travail est aussi vraiment totalement déterminée par la mobilisation notamment des jeunes pour l'armée. Et pour l'instant, ils sont un peu dans cette boucle, et ce qui a suscité beaucoup de questions longtemps, des économistes disaient mais comment l'économie russe arrive à s'en sortir, mais justement parce qu'ils sont dans cette boucle où en fait un peu de boucle de circuit économique où en fait ils arrivent à créer de l'argent notamment en faisant des salaires assez élevés pour l'armée ou en tout cas en reversant des pensions y compris aux familles de militaires décédés, donc en fait à créer de l'argent qui arrive à relancer l'économie. Mais ils arrivent à faire ça en partie parce que justement ils ne sont pas attaqués sur leur sol. Donc, ils sont plutôt dans ce qui était effectivement le cas de l'Allemagne dans les années 30 avant jusqu'au milieu des années 40 avant de subir des revers, ou dans un régime évidemment totalement différent, ce qu'a été les États-Unis aussi pendant cette guerre. C'est-à-dire que pour l'instant ils profitent de ne pas avoir de guerre sur leur sol pour vraiment être dans une mobilisation totale qui du coup est relativement permet de soutenir une croissance économique. Parce qu'il n'y a pas de destruction, là encore sur le sol. La grande différence par rapport à ces exemples historiques dont j'ai parlé auparavant, c'est que la Russie aujourd'hui n'est pas dans une totale maître du jeu comme ont pu être ces grandes puissances du milieu du XXe siècle, parce qu'en fait elle arrive à mener son économie de réarmement total grâce à une aide implicite ou explicite, on verra comme on veut, de la Chine en fait. Donc ça c'est parce qu'elle a pu, notamment sur le plan financier, notamment quand des sanctions ont été imposées et qu'elle ne pouvait plus importer en dollars et utiliser des dollars,
en fait basculer sur des économies en yuan. Et donc la concrétisation de ça, c'est si on regarde justement, je parlais tout à l'heure de l'importance des devises étrangères en fait pour importer. Et ben, les devises étrangères que détenait la Banque centrale russe, qui étaient avant beaucoup de dollars, et sur lesquels des sanctions se sont appliquées, ben en fait, on se sont aujourd'hui changés et vont vraiment vers la monnaie chinoise, quoi. Une autre question. Reconstruire après un conflit, c'est se projeter dans un avenir meilleur. Entre les huppes françaises et les projets de l'Iran de Riviera à Gaza, ne faut-il pas réfléchir à long terme et en concertation avec les habitants? Je ne sais pas qui souhaite réagir à ça. Oui, c'est fondamental, je dirais. C'est fondamental. Et juste sur la question d'avant aussi, ça pose qu'on parle d'une augmentation d'un PIB ou d'une croissance, de quel type de croissance aussi. Et remettre en partie en cause certains indicateurs tels qu'on fait. Mais sur la question de la reconstruction, je pense que c'est fondamental. Pourquoi? Parce que si on voit un certain nombre d'échecs aussi dans la reconstruction, particulièrement dans la région, c'est l'incapacité des populations locales de participer au débat sur la reconstruction, sur quel type de reconstruction. Parce qu'on parle souvent de reconstruction des bâtiments, de la part physique, mais c'est beaucoup plus large. La reconstruction, c'est quel projet économique pour la société. Et en l'occurrence, si on regarde au Liban, au début des années 90, il y a ce débat qui a lieu. Quel type de reconstruction voulons-nous? Et il y avait deux projets en particulier qui se faisaient face, celui porté notamment par les syndicats libanais qui vont être complètement cooptés et réprimés par à la fois le régime syrien qui était présent et les classes dirigeantes libanaises, face au projet de type solidaire. Donc solidaire, c'est le centre-ville de Beyrouth qui a été reconstruit sur le dos des habitants. Et en fait, il n'y a pas eu de réelle reconstruction. Et le projet qui était plus pour une meilleure répartition des richesses, meilleur investissement de ce qu'on disait dans l'économie productive, particulièrement agricole, industrielle, qui crée beaucoup plus de jobs, qui permet une meilleure diversification de l'économie, ont été absentes. Si on regarde le cas de l'Irak, la reconstruction a été décidée concrètement par l'occupation américaine, par la suite par quelques dirigeants irakiens qui ont poursuivi très souvent ces politiques catastrophiques au niveau de la population locale. Et aujourd'hui, c'est la grande question en Syrie. La reconstruction, comme tout le reste des débats politiques, doit avoir lieu avec la population. Mais le nouveau gouvernement empêche toute forme de participation politique. Et depuis son arrivée au pouvoir, ce qu'il a fait en premier lieu, c'est consolider son pouvoir et chercher la légitimation extérieure. Ça a été le premier objectif, et ça reste le premier objectif de ce gouvernement, pas la participation locale. Il n'y a pas eu de réel... Les gens ont parlé d'élections en Syrie dernièrement. Il faut juste savoir le processus. Une commission électorale nommée par le président qui a choisi dans chaque province une centaine de personnes pour nommer le futur Parlement. Donc 5000 personnes ont participé à peu près à ces dites élections. Et il faut savoir qu'un tiers du Parlement va être nommé directement par le président. Donc il n'y a pas de même les syndicats, associations professionnelles, on a pu voir, comme par le passé, nommés par en haut par le président, pas d'élection démocratique interne. Donc, on voit qu'il y a une absence totale de quel type de reconstruction on veut, et pour moi, va mener à un échec. Parce que quand vous impliquez des syndicats, des associations professionnelles, des associations de quartier, ben, ce n'est pas le même projet de reconstruction que des grands investisseurs saoudiens, que des institutions internationales, que l'élite syrienne. Ce n'est pas le même projet. Et donc, l'absence de participation par en bas, l'absence de participation politique, de débat politique, est pour moi une des raisons pour des échecs de la reconstruction. Ce n'est pas le seul, bien entendu, on a parlé d'autres éléments auparavant, mais c'est certain que sans participation locale, la reconstruction à bien des égards sera un échec. Oui, bien sûr, allez-y. Ouais, très brièvement, mais je voulais juste rappeler un fait historique qui est censé être connu, mais qui est souvent oublié sur ces débats, qui là encore se réfère à l'histoire européenne. C'est que, alors, il est assez rare qu'on retienne des leçons de l'histoire, mais en fait, après la Seconde Guerre mondiale, on avait retenu des leçons de l'histoire. C'est-à-dire qu'après la Première Guerre mondiale, la reconstruction avait été un échec, reconnu comme un échec en Europe, parce que, pour le dire rapidement, ça avait mené au nazisme.
Donc qu'est-ce qui a été fait après la Seconde Guerre mondiale? C'est de dire comment est-ce qu'on évite que la reconstruction, parce que justement ça avait été faite en dépeçant des territoires, etc., et en maintenant de la rivalité, comment on évite ça? C'est qu'en fait on essaie d'éviter l'humiliation. C'était ça vraiment qui est fondamental, c'est-à-dire que l'idée que reconstruire un pays, c'est l'aider financièrement, mais en fait en humiliant politiquement, c'était en fait le berceau de l'autoritarisme et de régimes politiques désastreux. Et donc c'est pour ça, là encore je rappelle des faits qui sont très très connus, mais qui ont beaucoup été oubliés par la suite. C'est pour ça qu'en 1900, après la Première Guerre mondiale, la France envahit la Ruhr, et après la Seconde Guerre mondiale, on crée la CECA et donc l'Europe avec l'Allemagne. Donc c'est quand même un autre projet. Et donc malheureusement, cette espèce d'évidence qui a été une évidence à des moments historiques, c'est-à-dire qu'une reconstruction qui mène à succès, c'est une reconstruction qui évite l'humiliation des peuples, a été ensuite beaucoup oubliée, et notamment dans ce qui a été dit tout à l'heure sur l'Irak dans les années 90-2000 ou d'autres pays depuis. Il y a une autre question qui, je pense, est pour Joseph Daher. Quel est le rôle des États occidentaux dans le processus de démocratisation de la Syrie? Et j'ajouterais quel est le rôle des États occidentaux aussi dans la reconstruction de la Syrie, ou quel devrait-il être? Donc, si on entend par États occidentaux l'Europe et les États-Unis, pour l'instant, tout d'abord, le rôle quasi absent des États européens occidentaux et de l'Union européenne, malgré le fait que l'Union européenne a été le plus grand en termes, l'Union européenne dans sa totalité, sinon c'est les États-Unis premiers, assistant de l'aide humanitaire en Syrie. Il faut savoir que les États européens sont plutôt à la traîne. C'est bien les États-Unis qui mènent, avec les monarchies du Golfe et la Turquie, la politique de normalisation du nouveau régime syrien, bien qu'après l'annonce des États-Unis de potentiellement recevoir à la Maison-Blanche Ahmed Chareh, je crois le Premier ministre allemand a annoncé sa volonté aussi de recevoir le président par intérim, alors on ne sait pas combien de temps, par intérim syrien, mais bien que aussi la question européenne est principalement vue par la question des migrants, malheureusement, et des réfugiés, dans la volonté de les renvoyer, de refaire, voilà, en espérant qu'Ahmed Chareh, ce qu'il avait fait d'ailleurs, Adlib, empêcher le départ de Syriens et Syriennes vers notamment l'Europe. Concernant le processus de démocratisation, aucun de ces deux acteurs n'est intéressé par un processus de démocratisation. Il faut être clair. Quand vous parlez avec un certain nombre de dirigeants européens ou d'ambassadeurs européens, bon, ce qui est plus mon cas, d'ambassadeur, déjà, c'est toujours, bon, oui, il y a quelques violations de droits humains qui ne sont pas très bien, mais il faut donner du temps. En disant, on parle quand même de 2 massacres de masse qui ont eu lieu sur la côte syrienne contre des minorités alaouites et ensuite contre des minorités druzes, avec des violations de droits humains massives. Aucune volonté de démocratisation du nouveau pouvoir. Donc, il faut être très clair, que ce soit les États-Unis ou les États européens n'ont pas comme objectif la démocratisation de la Syrie. Cependant, ils ont pour objectif sa neutralisation, une forme de sécuritarisation, et vu principalement sur le prisme également empêcher que des migrants arrivent vers l'Europe, ce qui est selon moi une erreur parce que c'est une vision à court terme. Si on veut véritablement stabiliser ces pays, il faut un développement économique et une démocratisation. Et il ne faut pas avoir des accords à court terme sécuritaires comme ils ont pu se multiplier entre l'Union européenne et différents États de la région. Quand on regarde les deals qui sont faits avec l'Égypte de Sisi, 60 000 prisonniers politiques, ce qui a été fait avec le cas Kadhafi, le nouveau gouvernement en Libye. Donc, ou bien les accords également qui continuent malgré le génocide avec l'État d'Israël, la Turquie, etc. Je pense qu'il faut être très clair. L'intérêt de l'Europe, si elle veut stabiliser cette région, c'est sur le long terme, c'est le développement économique et la démocratisation. Ce n'est pas s'appuyer sur des régimes autoritaires, illibéraux, etc. Une dernière question. Lors de la conférence, M. Monet a expliqué que l'économie de guerre et l'économie de paix étaient 2 systèmes opposés, tandis que M. Daher a
insisté sur leur interdépendance. S'agit-il d'une contradiction ou de deux perspectives complémentaires sur une même réalité économique? Peut-être en 1 minute, si vous voulez répondre. Très vite, désolé si je n'ai pas été clair, c'est que ça a été conceptualisé à un moment, donc l'économie de guerre a été définie contre l'économie de paix dans les écrits des économistes qui parlaient de ça. Dans les faits, il y a eu beaucoup de continuité, justement. Et donc, toute la question, mais c'est dont on a parlé là, justement, c'est quelle continuité, etc. Et de savoir s'il y a une continuité était une vraie question politique. Là, si je reprends justement l'après, encore, Seconde Guerre mondiale, en fait, pour dire vite, il y a les libéraux des années 50-60 accusent un peu les planificateurs en France de continuer l'économie de guerre. Donc, en fait, l'économie de guerre après la guerre devient un mot, à connotation péjorative, parce qu'il est utilisé par les libéraux qui disent « Ah, mais regardez, là, les planificateurs continuent à faire de l'économie de guerre, etc. » Donc ça montre bien qu'il y avait en fait une partie de continuité, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, sur le rôle de l'État. Là encore, c'était parce qu'il y avait un contexte international sur cette question qui est assez différent de genre. Non, je suis 100% d'accord. Juste dire que toute crise, qu'elle soit économique, de guerre et autres, ce cadre-là, des dynamiques économiques peuvent être renforcées et autres. Et on le voit particulièrement, je trouve, même la question de la crise du Covid a permis aussi à certains États de renforcer par la suite des mesures d'austérité. Donc voilà, c'est juste de dire, je suis d'accord que pour moi, il y a des formes de continuité et pas forcément de rupture totale. Merci beaucoup. Pour clôturer cette table ronde, si le thème de la reconstruction vous intéresse, nous avons publié à Alternative économique une série d'articles sur la reconstruction, de Mayotte à l'Ukraine en passant par Valence en Espagne, la Syrie et Le Havre en France. Elle a été publiée cet été sur notre site alternative-économique.fr, donc je vous encourage à la lire si ça vous intéresse. Merci beaucoup et bonne journée.